Je vous propose maintenant d'approfondir la question de la réhabilitation par le travail. Comment peut-il être un levier de rétablissement et comment on accompagne ces parcours? À tout de suite. Pour parler de la réhabilitation par le travail, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités complémentaires, docteur Nicolas Rintaud, psychiatre, bienvenue, Bonjour. et Delphine Samin, père aidante chez Messidor, bienvenue. Alors, docteur Rintaud, peut-être on peut commencer par vous. Le rétablissement d'une personne avec des troubles ne se fait pas uniquement dans le cabinet du psychiatre. On vient de le voir avec Dolores, il se fait aussi par le travail. Comment est-ce que vous intégrez l'insertion professionnelle dans votre prise en charge? Alors vraiment oui, il se fait surtout en dehors du cabinet du psychiatre et loin des murs de l'hôpital. Alors on l'intègre, alors pas par volonté de notre part, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne une injonction aussi de être rétabli, ça veut dire retravailler. Mais effectivement, la réalité, c'est que énormément de personnes ont cette envie, soit de reprendre leur ancien boulot, soit de repartir sur autre chose, de reprendre des études. Donc c'est finalement les demandes des personnes et le fait que des personnes comme Dolores se permettent aussi soient accompagnées dans cet environnement propice à vouloir reprendre, que forcément il a fallu qu'on développe des outils pour accompagner sur ces projets-là, pour se mettre au service et coller au mieux à la définition de vie épanouissante par chaque personne. Et comment, du coup, à quel moment vous orientez vos patients vers des structures comme Messidor? Est-ce que c'est rare? Est-ce que non? Alors non, c'est pas rare. Alors moi, j'oriente pas beaucoup parce que je m'occupe d'une unité qui accompagne la réalité. En tout cas, si on doit coller au-delà de moi, ce que je fais, hein, c'est ce qui est important de comprendre, c'est de coller à la temporalité de la personne. Très souvent, on a un avis de professionnel sur quand est-ce que ça serait le bon moment de reprendre un travail. Et souvent, ça multiplie, c'est encore un modèle encore trop présent dans notre pays où on multiplie les étapes. Et c'est pas caricatural pardon, de dire que parfois ça prend 10 ans aux gens parce qu'on met des étapes intermédiaires, etc. Je crois que le bon moment d'orienter ou en tout cas d'amener l'outil adéquat pour les personnes, c'est au moment où elles le demandent, tout simplement, sans présumer de la réussite ou pas d'un projet. Déjà, on n'est pas des Madame Irma, hein, on ne sait pas tout. Et puis, les gens ont le droit d'essayer et de se tromper. Hein, pas tous réussi. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien réussi du premier coup. Donc, c'est vraiment quand les personnes demandent. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu de coller à la temporalité des gens, arrêter avec c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop risqué, c'est trop ci, c'est trop ça, où finalement on ne donne plus son avis à la personne. On l'a dit, on l'a vu avec Dolores, hein, avoir l'espoir que ça remarche, redonner juste l'idée et la possibilité de le faire, c'est déjà un parcours en soi, c'est pas évident. Il faudrait pas casser cet espoir en disant alors c'est bien, Mm. mais d'abord commençons par ci, par ça. Non, la personne veut, il faut y aller. Puis Accompagné comme il faut. voilà. Delphine, vous avez été vous-même accompagnée par Messidor avant de devenir professionnelle de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel qui vous a amené à devenir père aidante? Donc rapidement, mais vous nous l'expliquerez. La père aidance, c'est-à-dire une professionnelle de l'accompagnement qui utilise sa propre expérience avec des troubles psychiques pour aider d'autres personnes dans leur rétablissement. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis tombée malade, du coup, en 2019. J'ai été diagnostiquée schizophrène. Et mon parcours, c'est ça, en fait. J'ai ensuite un parcours de rétablissement en centre de réhabilitation. On a trouvé un traitement adéquat qui a fonctionné, qui a arrêté les hallucinations. Et ensuite, je me suis orientée vers Messidor. Enfin, c'est ma psychiatre qui m'a parlé de Messidor. Il m'a dit que ça m'aiderait pour rechercher du travail. Au niveau de parler de sa RQTH, par exemple. RQTH? Reconnaissance de travailleur, qualité de travailleur handicapé. Merci. Et puis, je suis allée voir Messidor et j'ai bénéficié donc du dispositif. Et entre-temps, j'étais donc accompagnée par le centre C3R de réhabilitation et j'ai rencontré un père aidant. Et c'est là où j'ai eu le déclic en fait sur la père aidance. Parce qu'avant, mon métier, c'était les achats, donc rien à voir.
Mais c'était un métier trop stressant pour moi et donc j'ai souhaité me orienter ensuite vers la père aidance parce que j'ai eu ce déclic en rencontrant le père aidant. Je me suis dit, c'est bien de pouvoir aider des personnes qui ont souffert de troubles psychiques, comme moi j'ai été accompagnée, et pouvoir avoir la même aide. Oui, père aidant, c'est un métier dont on parle pas beaucoup finalement. Vous en connaissiez rien du tout avant de rencontrer cette personne? Non, du tout. Bah, avant de tomber malade, je connaissais pas le métier en fait, hein. Mmh. Donc c'est vraiment au centre de réhabilitation que j'ai découvert que c'était que la père aidance, le soutien, l'aide, comme vous disiez, l'entraide, l'écoute, la compréhension. En fait, le rôle de père aidant, c'est de soutenir, d'encourager, de valoriser la personne et de l'accompagner sur un chemin de rétablissement. Et comment est-ce que vous avez vécu, vous personnellement, ce passage d'une identité de personne accompagnée à l'identité de professionnel de l'accompagnement? Ah, mais ça s'est bien passé, en fait, c'était naturel. Au début, bien sûr, j'avais un petit peu peur parce que c'était un nouveau métier pour moi, un métier à structurer et je savais pas trop vers quoi m'orienter. Enfin, j'avais pas de formation à l'époque. J'ai été formée après, dans un deuxième temps. J'ai fait le DU père aidance en psychiatrie et santé mentale à Grenoble. Mais Donc il y a des formations? oui, depuis 2010, il y a des formations qui existent en France et ça s'est bien multiplié. Il y en a une à Grenoble, il y en a à Paris, à Bordeaux. Docteur Rintaud, est-ce que vous travaillez avec les pères aidants et les pères aidantes au quotidien? Comment est-ce que vos 2 métiers peuvent dialoguer ensemble? Alors oui, moi j'ai la chance d'avoir dans les unités dont je m'occupe des pères aidants ou médiateurs de santé père. Le terme est un peu différent en fonction de la formation, mais peu importe, c'est le même, ce qui a été décrit. Oui, bah, de toute façon, à l'heure actuelle, maintenant, en 2026, c'est has-been de ne pas avoir un père aidant dans son unité. Nouvellement has-been. Nouvellement has-been. Alors, oui et non, parce que c'est pas non plus une innovation. Il y a d'autres spécialités bien avant la psychiatrie alors on appelle ça des patients experts, etc. Mais effectivement, il a fallu, bah, comme tout ce modèle de rétablissement, quelques temps pour qu'on en prenne conscience, que évidemment, l'évidence que quelqu'un qui a un parcours et le savoir expérientiel de ce parcours-là peut forcément apporter aux autres. Alors, faut pas que ça soit une injonction, les gens ont le droit de se rétablir et s'arrêter là et pas, et pas aider d'autres personnes à se rétablir. Euh, mais effectivement, bah, comme toi, il y a des gens qui se passionnent pour ce métier-là. Moi, je crois que c'est important. Moi, je considère que maintenant, un père aidant, médiateur de santé père, c'est un soignant comme n'importe quel qui dans l'équipe, qui a les mêmes droits et mêmes obligations que n'importe quel soignant dans les équipes. Et effectivement, ce qui paraît important de mon point de vue, c'est pas aussi de réduire les pères aidants à leur savoir expérientiel. Ils ont ça, ce qu'on n'a pas les autres, ce qu'ont pas les autres soignants. Mais par contre, ils ne sont pas limités à ça. C'est-à-dire, déjà, ils n'ont pas l'obligation de toujours parler d'eux et de raconter leur parcours, mais ils acquièrent, comme n'importe quel soignant au service du rétablissement, des compétences aussi très techniques, que ce soit sur la réinsertion professionnelle, celle du logement, sur les relations aux autres. Donc, dans la paire aidance, c'est des soignants au service des personnes, avec le savoir expérientiel en plus, mais pas que ça. Clairement, avec des compétences acquises comme n'importe quel soignant, quel que soit leur métier, que ce soit médecin, psychiatre, psychologue, infirmier. Alors c'est important, vous avez utilisé le terme de rétablissement. Ouais. On parle de rétablissement et pas de guérison. Pourquoi c'est important? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction? Alors je vais essayer, même si de toutes les personnes qui sont arrivées sur le plateau, c'est moi le moins bien placé pour en parler. On posera la même question aux autres alors. Mais parce que le rétablissement, tout simplement, pas de guérison, parce que le rétablissement, c'est une définition qui appartient à la personne concernée. C'est sa propre définition d'une vie épanouissante selon ses propres critères. La guérison, ou généralement on dit rétablissement personnel, qui englobe l'ensemble de qui est la personne. Guérison, rétablissement médical, c'est un avis extérieur sur la personne. C'est un avis de soignant, en fait. Je vous trouve mieux. Ah bah tiens, vous dormez mieux. Ah bah je trouve que le moral, c'est mieux. Alors, tant mieux, mais c'est un avis qui reste extérieur et qui, s'il a toute sa place, parce que on est formé à ça, il doit surtout pas primer et passer avant la vie de la personne. Donc le rétablissement, il renvoie que effectivement la seule personne qui peut donner une définition juste de si elle se sent rétablie
selon sa propre définition, c'est la personne elle-même. On peut par exemple se sentir rétabli en ayant toujours des symptômes, mais en disant c'est ok, je les gère comme je veux, et c'est ok. Et c'est pour ça quand on parlait du boulot, souvent on entend rétabli, bah oui, mais c'est bien, il vit seul, il retravaille. Non, et c'est là on tombe un peu dans les injonctions. Il y a des gens qui se rétablissent parce que le travail pour eux est un des critères, d'autres pas du tout, pour lesquels c'est pas un critère, et c'est ok pour ça. Donc vraiment, le rétablissement, ça renvoie à la définition de la personne sur sa propre santé, son propre épanouissement personnel. Oui, Delphine, vous vouliez réagir Oui, juste sur le rétablissement rebondir sur le rétablissement. On anime des ateliers sur le rétablissement et effectivement, chaque personne a sa propre définition. C'est comme vous dites. C'est unique, c'est un parcours unique et c'est pas une destination aussi. Je voulais dire, ça prend toute la vie. Il n'y a pas de rythme. Chacun a son rythme pour le rétablissement. Et j'avais une autre idée, mais je l'ai mangée. Je peux peut-être vous aider. Donc vous travaillez auprès de ces personnes-là, vous les accompagnez. Est-ce que vous avez identifié les besoins spécifiques de ces personnes souffrant de troubles psy dans leur réinsertion professionnelle? De quoi ils et elles ont besoin? La première chose. Oui, ils ont des besoins spécifiques, effectivement, pour s'insérer. Notamment, déjà, un cadre bienveillant et sécurisant. Donc ça passe par une équipe qui est formée aux troubles psychiques. Ça passe par un encadre, des managers aussi bienveillants. Et ça passe aussi par donc des horaires aménagés, un aménagement de poste, des rythmes. On parlait de rythme qui est super important pour les personnes concernées. Chacun doit avoir des horaires qui sont adaptés à leurs besoins, des consignes claires. Il faut que ça soit structuré en fait au maximum pour éviter de donner des angoisses, du stress supplémentaire à ces personnes-là. Et voilà. Et pour vous, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est prête ou pas à réintégrer le monde professionnel, le monde du travail? Et de la même manière, est-ce que parfois, en fait, la vie, c'est plutôt que c'est pas le moment. Oui. Et le travail n'est pas forcément un but à atteindre. Dr Rinto le disait tout à l'heure, effectivement, le travail n'est pas tout le temps la solution. Et personne, des fois, se traverse des périodes de fragilité. Et c'est pas le moment. En fait, le moment, c'est d'abord la stabilisation de l'état de santé. Et des fois, c'est aussi le travail les conditions ne sont pas adaptées. C'est le travail qui n'est pas... Il faut faire des aménagements pour réadapter le travail. C'est pas que la personne. Mais la question, c'est pas travailler ou ne pas travailler. En fait, ce serait plutôt à quel moment, quelles conditions et quels aménagements il faudrait la personne. Et docteur Rinto, est-ce qu'on a quels sont concrètement les bienfaits psychiques en fait sur la reprise du travail? Je pense qu'on a beaucoup de recul maintenant pour le dire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont probantes? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où une personne juge que par le travail, sa vie sera épanouissante, on voit tout de suite les bienfaits quand elle reprend. Et si elle reprend alors qu'elle jugeait que c'était pas du tout un critère, on voit qu'il n'y a pas de bienfait. Clairement, un peu comme nous tous, hein, si on n'est pas heureux au travail, ça se voit et ça prend la place. Mais vraiment, l'enjeu, en tout cas, on disait quand est-ce que c'est le bon moment, encore une fois, c'est que quand la personne le demande, c'est pas une question de symptômes, c'est pas une question... il faut juste pouvoir redonner aux personnes le droit de se reprojeter dans ça. En fait, Dolores parlait du milieu ordinaire. Hein, ça reste des modèles encore un peu milieu protégé, puis milieu ordinaire. Moi, je sais qu'on accompagne quasiment qu'en milieu ordinaire, par exemple. Alors évidemment, quand les gens veulent milieu protégé, on le fait, mais il y a de moins en moins de demandes. Pourquoi? Parce que les gens... un cadre sécurisant? Parce que les... Alors... c'est comme pour tout, ça dépend des endroits. Je pense que le milieu ordinaire peut être très bienveillant, comme parfois sachant se positionner comme sachant et sachant ce qui est bon pour la personne à sa place, ce qui n'est pas bon. Moi, en tout cas, d'expérience, depuis que j'accompagne des personnes sur la réinsertion pro, je suis plutôt positivement surpris par le milieu ordinaire, qui finalement pose des questions et des critères lors de
factuel, hein. On attend ça du poste, etc. Et ça tarde pas forcément sur la question de... Alors oui, il demande une efficacité, il faut amener de la nuance, il faut pouvoir parler le langage de l'entreprise. Mais parfois, ça se veut factuel, pas forcément empathique, mais au moins de redonnant les droits à chacun de faire ses preuves sur ses compétences. Mhm. Encore une fois, accompagner une personne dans son établissement, leur établissement, c'est s'appuyer sur les compétences des gens, en fait. On vient pas, quand on propose, qu'on présente un usager à un poste, on vient pas dire l'empathie, ça marche pas. Enfin, pas dire, allez, soyez sympa, il est motivé, prenez-le. La personne peut être sensible à ça, mais à la fin, c'est son entreprise qui va le faire tourner. On vient vendre des compétences, en fait. Les compétences des personnes, elles disparaissent pas derrière la maladie psychique. C'est juste que la maladie psychique, à un moment, les met dans un environnement peu propice à les appliquer. Donc on vient vendre des compétences de gens, soit qui, comme Dolores, se réorientent professionnellement, soit reprennent ce qu'ils faisaient. Mais vraiment, l'enjeu, c'est de... Ça paraît bête, hein, mais au-delà des outils spécifiques, c'est juste reparler de boulot aux gens. Mhm. Combien de fois on demande à des gens suivis en psychiatrie, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ça peut paraître tout bête, mais puis en termes de lien social, généralement, c'est le premier truc qu'on demande. Donc, c'est savoir répondre à ça. Mais juste créer un environnement propice à ce que si les gens veulent essayer, ils puissent le faire sans des temporalités interminables ou des étapes interminables et l'avis de tout le monde, je pense qu'on aura largement avancé. Delphine? Oui, il y a plein de choses qui ont été dites qui étaient intéressantes. Je voulais juste rebondir sur le fait de dire que la santé mentale, ça ne cache pas les qualités professionnelles de la personne, ce que vous avez dit, les compétences. Les personnes qui ont des troubles psychiques sont aussi compétentes et professionnelles et volontaires que d'autres personnes. Il faut simplement leur donner les besoins qu'elles ont, les besoins adaptés, quoi. Que ce soit du dialogue, c'est des aménagements très simples que les entreprises peuvent faire, Mhm. mais qui sont essentiels, quoi, cruciales pour une bonne intégration dans l'entreprise, quoi. Mhm. Oui, parce on voit à peu près bien quels sont les besoins en termes d'aménagement pour une personne en fauteuil roulant. Pour une personne avec des troubles psy, on a l'impression que c'est pas possible d'aménager un poste de travail, et pourtant si, et souvent c'est des aménagements qui sont très simples. Ah oui, oui, très Ouais. simple. Des horaires de travail adaptés, Mm. des consignes claires, comme je le disais tout à l'heure, une structuration de la journée, peut-être, des missions, claires, oui, ce sont des choses très simples. L'importance de mettre à distance l'identité de malade au profit de l'identité professionnelle, c'est un enjeu majeur pour vous du rétablissement ? De mettre à distance, non, pour moi, c'est un outil. Mon expérience vécue, c'est un Mhm. outil que je mets au service de mon travail, en fait. Donc, j'en ai besoin. Mhm. Mais après, je m'en sers pas tous les jours. Comme vous dites, je raconte pas mon histoire tous les jours. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ce Mhm. soit... voilà, une partie de mon histoire, elle peut servir à une personne, mais ce sera pas... Je sais pas si je réponds bien à la question. Si, c'est très clair. Qu'est-ce qu'il faut pour être accompagné par une ou un père aidant ? Quels sont les critères ? Est-ce que on peut, comme ça, juste venir contacter une père aidante en disant j'ai besoin, identifier peut-être les besoins qu'on a. Comment ça se passe concrètement, le premier Le lien, premier le premier rendez-vous. contact et Oui, ensuite rendez-vous, chez Messidor, c'est déjà encadré, donc on fait des réunions d'information collective où on présente Messidor, le dispositif et les services qu'on propose. Mhm. Et là, je suis présentée à ce moment-là et je dis mon rôle, que j'anime des ateliers chez Messidor, notamment sur l'estime de soi, la gestion du stress, ce genre de choses, le rétablissement, la motivation, voilà. Et quand est-ce que s'arrête l'accompagnement ? Quand est-ce que vous jugez qu'il est bon de l'arrêter ? Ah, mais en fait, les personnes viennent vers moi quand elles en ont envie. Il n'y a pas de fin d'accompagnement. Ça peut être lors des bilans ou bien en individuel, à la pause café. Il n'y a pas de consigne claire sur... Il n'y a pas d'objectif non, particulier à on n'a pas poursuivre. on n'est pas mesuré, il n'y a pas de mesure Ouais. d'impact sur la pérédance. Ouais, ça c'est important aussi à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas d'ambition ou d'enjeu, en tout cas chiffré sur Non, la pérédance, on n'est pas là-dedans, on est dans un j'ai des accompagnement indicateurs humain. personnels sur le nombre de personnes que je rencontre, des choses comme ça, le nombre de Mhm. personnes qui participent aux ateliers, pour voir s'il y a justement de l'intérêt de continuer ce genre d'activité, d'atelier. Mais on n'a pas de mesure de qualitatif.
On a fait une fois un questionnaire à main levée sur est-ce que la paire aidance a une plus-value pour vous. On a interviewé les personnes accompagnées. Il y avait des retours assez positifs. Il y a de plus en plus de demandes, docteur Rintaud, sur la paire aidance. Vous recevez des patients qui en ont de plus en plus besoin, ou c'est parce que c'est un métier qui est de plus en plus connu aussi? Alors, qui commence à être connu, donc ça peut être tout. Il y a un véritable intérêt, il y a parfois que de la curiosité, parfois il n'y a pas d'intérêt du tout, hein. Oui, bah, aller parler de quelqu'un, Ouais. voilà. On n'a pas envie. Mais ce qui est sûr, et ça reprend la question d'avant, c'est que par contre, clairement, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que tout le monde trouve ça génial et utile, mais qu'il y a peu d'embauches, Mhm. peu de postes pérennes, peu d'équipes préparées, et ça se prépare, l'arrivée d'un père aidant, parce que si on veut le mettre dans de bonnes conditions aussi, parce que c'est nouveau métier à l'hôpital, et parfois les personnes sont les seuls représentants de leur métier dans une structure. C'est le cas de beaucoup. Donc, mais oui, il y a un intérêt, parce que de toute façon, ça casse quelque chose au niveau du contact, de la posture, même s'il ne faut pas oublier qu'il ne faudrait pas que le père aidant vienne boucher les trous de ce que les autres soignants Mhm. font mal. C'est aussi aux autres soignants de faire évoluer leur posture. C'est un outil de plus dans la boîte à outils qu'on met au service des gens. Vous parliez de résultats. On ne vise pas des résultats à part que la personne qui est venue nous voir avec un objectif puisse l'atteindre, en tout cas. C'est vraiment ça. Et rapidement, quels sont les objectifs justement avec lesquels ils viennent vous voir? Aussi simple que reprendre le travail, j'imagine. Ouais. Se sentir bien dans leur vie, être bien, avoir une vie qui leur plaît, qui leur ressemble. Ouais. Ouais, reprendre confiance en soi. on l'a Reprendre vu confiance tout à en l'heure eux. avec, On parlait de restaurer l'estime de soi et tout ça. Le travail, il contribue pour beaucoup. On n'en a pas trop parlé, mais Chez les plus jeunes, il y a cette idée aussi, quand la maladie n'est pas là depuis très longtemps, de refaire tout comme avant. Mhm. Tout bêtement, hein, Mhm. mais comme n'importe qui revient après un arrêt de travail, il reprend là où il s'était arrêté. Donc, c'est assez logique. Mais il y a autant de demandes qu'il y a de gens. Donc, les projets, ils sont... c'est pour ça, notre collègue avant parlait de réseau. Le réseau, il est interminable parce que vous ne pouvez pas savoir en amont s'il fallait un tatoueur dans votre réseau, s'il fallait une école de commerce, s'il fallait un studio pour venir voir. Donc, il y a autant de projets qu'il y a de demandes, ce qui nous complique la tâche pour le réseau et que c'est sans fin. C'est sans fin. Eh ben, merci beaucoup, docteur Rintaud. Merci Delphine pour cet éclairage. Voilà, vous avez un dialogue qui montre vraiment comment le soin, l'insertion professionnelle peut vraiment travailler main dans la main et comment le rétablissement est possible avec le bon accompagnement, bien sûr.